Dans la danse, comme dans les autres milieux, le talent explique rarement la réussite sur le long terme. Dans un milieu artistique où l'image passe avant tout le reste, et bah ici j'ai décidé de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image, et ce qui compte, ça va être la profondeur de l'échange, la profondeur de la réflexion et du discours. Et ce que je cherche à travers ce podcast, c'est pas mettre en avant l'image ou le palmarès, mais la structure derrière le parcours, la structure qu'elle soit émotionnelle, stratégique ou psychologique. Car derrière chaque succès se cache un schéma de pensée, un schéma comportemental, parfois conscient, mais souvent inconscient. Et ce schéma, si identifié, devient alors reproductible. Et la meilleure façon de profiter de l'expérience de quelqu'un, c'est de comprendre quel schéma il a pu utiliser pour atterrir là où il est. Donc pose-toi, ou alors marche, fais ce que tu veux, mets tes écouteurs et écoute. Dans l'artistique, on parle souvent de réussite et de ce qui est déjà construit, mais on parle rarement de nos doutes et de ce qu'on a pu traverser qui nous a amené à avoir cette réussite-là. Et dans ton cas, du coup, je me demande quel moment de douleur tu as pu traverser, mais qui a forcé ton évolution. Me faire accepter, me faire accepter par rapport à un style qui n'était peut-être pas assez académique pour, certains puristes ou certains conservateurs ou même certains jaloux. Oui, ça peut être un moment de doute, mais en même temps, ça m'a permis aussi de travailler sur, mes faiblesses et de compléter ma danse. Heu, je ne peux que remercier ceux qui me disaient: «Non, tu n'es pas digne d'eux» et au final, j'ai su imposer mon style tout en même temps en le complétant, en ne restant pas que dans ma zone de confort et au final, je me rends compte que d'aller taper ailleurs aussi, ça m'a fait du bien. Si tu n'avais pas été confronté à ce rejet et aux doutes que ça pouvait créer chez toi, est-ce que tu penses que ça t'aurait autant challengé pour forcer ton évolution? C'est nécessaire en fait de ne pas plaire à tout le monde et c'est nécessaire aussi d'avoir, des gens qui disent, eux aussi leur point de vue parce que, on n'a pas la vérité absolue, la science infuse, c'est nécessaire d'avoir d'autres avis et après quand c'est constructif, ben, quand les critiques sont constructives, eh ben, tu les utilises pour te faire grandir. Après, c'est clair qu'il faut pas s'arrêter à tous les détracteurs, toutes les personnes qui sont là juste, heu, dans le but de te détruire. Non, ça sert quand même d'avoir des gens ou des avis, contraires aux tiens et c'est comme ça qu'on grandit justement comme, je ne sais plus qui disait, je me battrai pour que mes adversaires aient la parole, quoi, en gros. Comme ça, au moins, ça donne aussi justement quelque chose qui te permette de renforcer tes arguments ou alors, d'avoir, peut-être une autre vision des choses et cette vision peut t'aider aussi à grandir. Sans ça, non, je pense que j'aurais continué à me reposer sur mes acquis, à faire ce qui était plus facile pour moi et sans aller plus loin. C'est fort. Et j'ai l'impression que c'est la partie sage de toi qui parle après coup, avec du temps qui est passé. Parce que quand tu es dans le vif de l'action, souvent, c'est dur de prendre du recul pour se dire, OK, il y a des gens qui sont pas d'accord et c'est normal, c'est la vie, et je vais me servir de ces désaccords, de ce rejet, pour aller plus loin. Émotionnellement, la réaction première, elle peut être beaucoup moins calme, sage et réfléchie. Du coup, je me demande, est-ce que au premier abord, le dialogue interne que tu as eu, c'est celui-ci, ou alors à l'instant T, il s'est passé autre chose en toi? Ah oui, bien sûr, au début, bah, quand tu été hab quand d'un côté tu es habitué à ce qu'on t'envoie des fleurs, qu'on te dise, «C'est bien» et tout et que quelqu'un te dise: «Non, c'est pas comme ça» ou «Moi, je suis pas d'accord avec cette manière. Non, tu devrais faire comme ça». C'est clair que en même temps qu'on m'impose quelque chose. Tu Quand tu imposes quelque chose, tu peux mal le prendre. Après, tu vois justement, est-ce que c'est quelque chose, avec laquelle tu serais en accord dans un travail, de fond? Ou alors c'est quelque chose qui t'est vraiment indifférent et quelque chose qui te
qui t'inspire même pas. Voilà, en fait. Donc, si c'est quelque chose que tu as l'impression que ça va te faire grandir, ouais, faut mettre son, comment dire, son ego de côté. Et ça, c'est clair que là, c'est la sagesse. Mais dans les premiers échanges, ou bien même la première manière dont tu appréhendes, dont tu prends les choses. Des fois, ça peut être brutal, ça peut être vexant, ça peut être, comment dire, freinant, mais oui, après, c'est normal. Tout le monde n'a pas ce recul instantané, instinctif, pour pouvoir se dire, bon, bah, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette critique? La critique est souvent euh, difficile à appréhender et à utiliser profitablement. Je me demandais dans ton cas, est-ce qu'il y a une décision particulière qui a changé ta trajectoire? Hum, ouais, il y a eu des décisions qui ont changé ma trajectoire. Il y en a plusieurs. Il y a participer à telle ou telle compétition, euh, faire de la création, ce qui allait me prendre du temps sur mes compétitions. euh, ouais, intégrer le monde institutionnel, plus faire des spectacles avec les théâtres et tout ça, aller vers l'intermittence. Il y a plein de moments où justement ça a été des moments charnières, des tournants de ma vie qui font que oui, j'ai eu des décisions à prendre et au final ça m'a emmené dans différents modes, dans différents mondes et ça n'a fait que m'enrichir. Donc aujourd'hui, je suis ravi d'avoir touché dans tout, d'avoir évolué et je continue encore à évoluer dans différentes catégories, dans différents espaces d'expression, disons. Et ces décisions, est-ce que tu savais au moment de les prendre qu'elles allaient avoir un impact considérable sur ta carrière? Je me rends compte que pour la majorité des personnes que j'ai rencontrées, leur carrière est due à une succession de petites décisions qui a été game changer pour eux. Et souvent, c'est un constat qui est fait après coup. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pu imaginer au moment où ils ont pris ces décisions que celles-ci auraient eu ces conséquences. Du coup, est-ce que toi, tu savais que ces décisions, au moment où tu les prenais, auraient un impact majeur sur ta carrière? Non, parce que je ne peux pas savoir, surtout que à l'époque, encore plus, on n'avait pas cette vision, cette visibilité sur le long terme. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans par rapport à notre métier, par rapport à notre activité. Non, c'était vraiment, tout s'est fait franchement de manière assez organique, de manière assez naturelle au fur et à mesure. On fait le Battle of the Year, ça nous donne une bonne base de show et notre identité. On part dans la création par rapport à cette base de show et cette identité, cette écriture. Et moi, je suis l'équipe parce que c'est vraiment quelque chose qui nous parlait aussi. On était dans le mode battle, mais on a eu un show qui a révolutionné le monde de la chorégraphie breaking, on va dire aussi. Et ça allait vraiment avec mon état d'esprit. J'aimais bien tout ce qui était le côté artistique, tout comme le côté compétitif, athlétique que le break englobait. Donc, en faisant ça, c'était comme une suite logique, d'autant plus que je restais toujours à faire des compétitions, à faire des battles et tout ça. Je mélangeais les deux. Je suis pas passé de l'un à l'autre d'un coup. Et ça aussi, ça a été une force et une manière aussi de me nourrir dans les deux univers. Euh, non, on le faisait vraiment sans forcément se dire, allez, ça, on arrête un côté et on va faire l'autre parce que ça va nous apporter ceci, cela. Non, c'était, ouais, bon, on se sent bien là-dedans aussi, bah, cherchons à voir jusqu'où on peut aller et développons, donnons-nous toutes les chances de faire les choses. Et par la suite, j'ai fait mon solo qui tourne depuis 2009. Donc,
c'est quelque chose aussi, bah, je me disais pas que jusqu'à l'année dernière, j'allais le représenter en 2025, tu vois, non, je me suis dit, bon, bah, j'ai quelque chose à dire à tel moment, après avoir gagné la France a un incroyable talent. Comme je dis souvent, je savais où j'allais, mais je savais pas d'où je venais. Et j'ai eu ce besoin de faire un voyage introspectif, de faire et d'expliquer aussi aux gens mon univers, qui j'étais en dehors de B-Boy Junior de l'époque, tu vois. Donc, bah, et ça m'a amené à faire plus de création, à côtoyer plus le monde du théâtre, avoir des partenaires comme Suren, Cité Danse, La Villette et autres et tout. Et bah, en faisant ça, j'ai fait des rencontres. Amala Dianor, bah, au final, on fait un duo tous les deux lors des 20 ans de Suren, Cité Danse. Et ce duo, il plaît. Et on se dit, ah bah, vas-y, on essaye, on s'entend bien, on se fait un duo, vraiment, on le rallonge et ça nous fait un projet qui a tourné longtemps aussi. Donc, tout s'est fait de manière vraiment organique. Par la suite, on rencontre Mathilde Amé, on fait un duo, bah, un trio avec Sly Johnson et tout. Et en fait, les choses se sont vraiment ça fait vraiment l'effet boule de neige. Et c'est ça qui me fait penser que une fois que tu te lances dans quelque chose, dès que tu te donnes à fond, dès que tu fais les choses avec passion, eh ben, l'univers ou bien le futur ou bien l'avenir te réserve pas mal de belles surprises et c'est comme ça que les choses agrandissent. Mais si tu ne fais rien, c'est clair qu'il y aura rien qui se produira. Après, rien n'est garanti. Yes, c'est clair. Et souvent, quand on ne passe pas à l'action, c'est à cause de peurs ou de croyances limitantes. Et du coup, je me demande, quelle peur ou croyance dans le passé t'as le plus freiné et comment tu les as dépassées? Oh, il y a plein de... bah, la principale, c'est la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur et bah, du regard des gens et tout. Donc tout ça, c'est encore des craintes qui sont parfois infondées parce que le le remède, ça a été d'agir, de faire et de me dire, bon, bah, on se lance. Ah bah non, au final, ça se passe bien. Ah, je vais faire un croix talent. Ouais, mais attends, t'es ouf. C'est dans un milieu que personne te connaît. Je veux dire, les jurys, ils te connaissent pas. Le grand public connaît pas forcément le break. Ils ont une vision bizarre du hip-hop, ça se trouve et tout. Et au final, ah bah, tu passes le premier tour, deuxième tour, lors de la finale, ça se passe pas comme prévu, mais tu gagnes quand même. Donc, au final, ah ouais, il y a plein de surprises et ça a été le fait de m'être lancé, d'avoir dit, vas-y, je participe, je veux bien. Tel battle, comment dire, BC One, la même chose. On me dit, ouais, il va avoir un gros battle organisé par la marque Red Bull. Ils invitent les 16 meilleurs mondiaux. À l'époque, non, je me considérais pas forcément dans les 16 meilleurs mondiaux et tout ça. Et on dit, tu veux participer, tu représenteras la France, vous serez deux à représenter la France. Ben, ouah, t'es sûr, Ali? Le gars, il s'appelait Ali qui m'a mis sur le projet. Et allez, vas-y, je teste. Je ne m'étais pas forcément préparé pour et tout. Et je gagne pas. Je suis la troisième place, mais ce qui en découle après, bah, appartient à l'histoire. Et donc, c'est top, c'est top. Donc, ouais, j'avais des craintes, j'ai toujours des craintes, mais je me suis rendu compte que ces craintes étaient, comment dire, la limite à dépasser pour voir quel va être le junior d'après, quoi. Yes, trop bien. Et souvent on dit, on n'a rien sans rien. Du coup, je me demande, est-ce que de ton côté, il y a eu des sacrifices que les gens ne voient pas derrière ton niveau et derrière ta carrière, ou alors pas du tout? Ah bah oui, il y en a eu des sacrifices. Ceux qui me connaissent, ils savent que oui, j'ai quitté mon Saint-Malo, je faisais des trajets avec mon gros sac à dos et ma trottinette, je dormais chez un pote, dormais par-ci, dormais par-là. Ouais, j'ai arrêté mes études, je me suis mis en mode vraiment, vas-y, je donne tout pour la danse. Oui, au début, tu manges des cailloux, comme on dit, mais on s'y fait et
en fait, tu t'en rends même pas compte que, bah, voilà, tu manges de ta passion, quoi. Vivre d'amour et d'eau fraîche, bah, vivre de passion et d'eau fraîche, on peut dire aussi. Donc, au début, ouais, c'était vraiment ça, des sacrifices où tu n'as pas la sécurité de l'emploi au début, tu n'as pas, la reconnaissance, de tes proches des fois qui vont dire: «Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es SDF, tu tu pas de métier, tu veux pas chercher un boulot?» des trucs et tout. Non, c'est des sacrifices, c'est des regards, c'est des remarques désobligeantes, oui, c'est plein de choses qui peuvent, en arrêter plus d'un. Si tu ne crois pas en toi assez, si tu n'aimes pas assez ce que tu fais. C'est intéressant de t'entendre dire ça, parce que quand on voit la finalité, quand on voit ton parcours, tout ce que tu as fait, eh bah, on s'imagine pas forcément que tu as pu traverser tout ça, que tu as pu avoir des débuts difficiles. Et surtout si on t'entend pas le dire. Parce qu'on voit le résultat, mais on voit pas forcément le chemin. Et du coup, sur le chemin, est-ce qu'il y a une vérité douloureuse que tu as dû accepter pour progresser? Et quand je dis une vérité, c'est pas forcément une vérité universelle, ça peut être très personnel. Mais en tout cas, quelque chose que lorsque tu l'as accepté, ça t'a permis de progresser. Par exemple, pour moi, ça a été de me dire que personne ne viendrait me sauver. C'est logique pour moi ça. Ça, après c'est clair qu'il y en a toujours qui vont croire qu'en restant là où ils sont, il y aura un coup de fil magique, qui va faire que non, c'est toi qui vas le chercher, comme on dit, savoir, provoquer sa chance, mais voilà, c'est agir. Non, une vérité douloureuse, un fait, quelque chose de vraiment factuel qui fait que tu dis: «La vie n'est pas on n'est pas dans le monde des bisounours», c'est que ouais, peu importe, ce que tu feras, il y en aura toujours qui te critiqueront. Ça, c'est une vérité douloureuse qui dit et une fois que tu en es conscient, ben, tu avances, tu fais les choses. Yes, je comprends. Parce que peu importe où t'en es, ça peut toujours faire mal. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un standard que tu refuses de tolérer? Bon, ça a souvent été après c'est qu'on me respecte moins que je respecte, mon interlocuteur ou, voilà, on ne ré qu'on me fasse, ce que je ne ferais pas, ce que je ne fais pas. En gros, ouais, c'est ta liberté s'arrête là où commence la mienne. Ouais, c'est logique. Et selon toi, concernant le succès, qu'est-ce qui relève de nos décisions et qu'est-ce qui relève du hasard et de la chance? Les actions qu'on entreprend, les choses qu'on fait, ça pour moi, c'est vraiment ça qui va déterminer, ta destinée, c'est les choix. C'est vraiment les choix que toi-même tu fais et après justement, c'est une suite, c'est une alchimie qui se crée, c'est, une suite, d'effets, d'action-réaction qui fait que, bon, tu te retrouves là. Pour moi, la chance en vrai à vrai dire, le hasard, ça n'existe, pas parce que tout est lié, en fait. Nous-mêmes, nous sommes tous liés, donc tu vas faire quelque chose, ça se trouve, en Inde, quelqu'un va le ressentir, donc il y a pas vraiment de part de chance, c'est vraiment une une multitude de choix, de décisions, de directions prises qui font qu'on en est où on en est. Ok. J'ai l'impression que c'est souvent une affaire de perspective, la chance. Et je te pose la question parce que dans les échanges que j'ai eus, on m'a souvent dit cette fameuse phrase, j'ai pas une chance. Et j'ai trouvé que la chance revenait souvent comme un alibi. Et c'est là que je trouve que ça peut être problématique. Et c'est pour ça que je te demandais quel était ton avis sur la part de responsabilité de nos décisions et la part de chance qui explique le succès. Bah, la part de chance ou bien la part de conséquences, indépendantes de ta volonté ou de tes actions, ben, c'est celle de les les décisions ou les actions des autres, en fait. C'est ça qu'on peut appeler de la chance, comment l'univers, a tourné sans ton consentement. Et aujourd'hui, est-ce que il y a des principes sur lesquels reposent tes décisions?
Autrement dit, est-ce qu'il y a des principes qui vont guider tes décisions, qui vont guider ta prise de décision, ou alors pas du tout? Mmh, ouais, pareil, hein, ça revient sur les mêmes, notions. La notion de respect, la notion de c'est ballot ou bien démagogue, de bien et de mal. En gros, chacun sait quand on fait quelque chose de bien, chacun sait quand on fait quelque chose de mal, voir en quoi, ça ça apporte aussi. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que j'apporte aussi, en termes de principe par rapport à mes décisions. Ouais, faut que je me sente bien aussi. Il y a des choses qui vont paraître pour d'autres, désobligeants, des choses qui vont paraître, comment dire, ouais, il y en a qui diraient: «Ouais, moi je ferais pas ça et tout». Moi, je m'en foutrais si moi je me sens bien. Donc, ouais, c'est pas en gros, le principe, c'est même si j'y travaille toujours, c'est me dire, «Fais ce que toi tu as envie de faire aussi, sans forcément penser à ce que les autres en penseront ou comment ils le verront». Donc ça peut être un principe que j'aime, auquel j'aime croire et auquel j'aimerais, heu, m'affilier au maximum. Yes. Et si tu devais transformer ton parcours en un système reproductible, ça ressemblerait à quoi du coup? Mmh, c'est analyser, analyser, agir et et faire le bilan et rectifier le tir s'il faut, s'améliorer. Et quand tu dis analyser, c'est analyser quoi? Les, toutes les données des équations par rapport à ce que tu veux faire, ce que tu veux entreprendre, ce que tu veux devenir. C'est ouais, si tu parlais de mon parcours, c'est par exemple, telle opportunité, ben, j'analyse qu'est-ce qui ça peut apporter, qu'est-ce que je peux apporter? Ou est-ce que ça m'est bénéfique, autant que ça peut l'être à la personne ou à l'organisme qui me propose. Agir, j'agis, j'essaie de faire au mieux, de me donner toutes les chances et je réanalyse pour voir, comment ça s'est passé et s'il faut, je refais, s'il faut, je ne refais pas, je rectifie le tir et je je ne travaille plus avec cette personne ou cet organisme, donc ça va être ça. Bon, bah, je dois faire un battle, bon, bah, j'analyse, si je suis en forme pour le faire, je devrais le faire. Bon, bah, je me prépare pour et je le fais, je donne le maximum. Je réanalyse. Bon, bah, ça s'est pas bien passé. Il y a eu ça, 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 ça. Bon, bah, faut peut-être retourner au training, au labo. Et tout. Bon, en gros, ouais, ce serait ce système-là. Et si je l'avais fait et si je commence à le faire beaucoup plus sérieusement, ouais, il y a plein de choses qui se passeraient mieux. C'est, ça peut être un mécanisme qui pourrait fonctionner, je pense. Ok, donc grosse boucle de feedback. Et quand tu dis analyse, je me demande, quand t'as pas de projet au tout début, c'est quoi la première étape de l'analyse? Qu'est-ce que tu vas analyser? Quand tu as pas de projet au tout début, quand tu veux faire quelque chose toi-même ou bien, Mhm. bah, si tu veux faire quelque chose toi-même, bah, tu analyses où ça peut t'amener. Tu analyses, bah, déjà pourquoi tu veux faire ça et bah, le QQ au QCP. Qui, quoi, comment, où, pourquoi et tu vois? Tout ça, bah, c'est ce que tu fais pour tout projet que tu vas développer. Yes, c'est intéressant. Du coup, ça part d'une introspection, d'une certaine façon. Oui, aussi. Et si tu devais tout recommencer aujourd'hui, mais dans le monde actuel? Je précise monde actuel parce que il y a 25 ans, quand tu as commencé ta carrière, eh ben, c'était pas le même monde qu'aujourd'hui. Du coup, si on s'imagine que tu as 20 ans en 2026, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je serais plus, comment dire? Bah, déjà, en tout ce qui est informatique et tout ça, je me mettrais plus dans
cet outil de communication pour pouvoir le maîtriser au maximum. Euh, ouais, je me mettrai à la page en tout ce qui est technologie, modernité et tout ça. Et aussi, ben, j'aiguiserai, ben, voilà, j'aiguiserai au maximum mes armes en ayant le maximum de connaissances en termes de danse, en termes de culture, même en termes de connaissances culture générale. Ouais, faudrait être au-dessus de la moyenne de, dans tous les domaines, quoi, en gros, pour pouvoir être le plus, j'aime bien dire ce mot, compétitif. Yes. Et en termes de technologie, ce serait dans quelle vision? C'est-à-dire, ce serait pour te permettre de faire quoi? Bah, pour permettre de communiquer mon travail, de, d'avoir une plus grosse visibilité, justement, donner plus grosse visibilité à mon activité, à mon ou mes activités, euh, et aussi développer, comment dire, bah, toute cette, avoir toute une connaissance de l'informatique pour justement maîtriser encore mieux les outils, que ce soit travailler sur les tableaux Excel, tout ça. Bah, en gros, pourquoi? Bah, le fait de tout maîtriser, si jamais j'ai des gens comme c'est le cas en ce moment et que ça commence à se développer, ben, je vais avoir besoin de personnes qui travaillent avec moi pour gérer tout ça. Et ben, le fait de moi-même connaître, je peux encore mieux les guider et je peux encore mieux savoir qu'est-ce que ça prend comme temps pour faire ceci, cela. Et ben, je peux beaucoup mieux appréhender et diriger mon équipe. Donc, je trouve que là, je suis un peu livré au bon vouloir des personnes compétentes, tu vois. Ok, ok. Mais sur quel point du coup? Parce que tu as dit les Excel, Google Sheet, mais je suis pas sûr de comprendre sur quel point du coup tu es dépendant et tu aurais voulu gérer pour bien l'idée. Bah, là, pour développer ne serait-ce que tout ce qui est une structure, pour développer tout ce qui est même en mode compagnie. Je vois, par exemple, j'avais vu Abderzak, il était là à fond, il savait gérer tout ce qui était logiciel, même pour faire les sons, pour faire les vidéos, pour faire des trucs et tout ça. Bah, en gros, toutes ces connaissances-là, ben, ça te donne une force. Après, si tu veux mettre quelqu'un pour le faire, toi-même, tu sais ce que ça prend, ce que ça demande pour faire ça. Ne serait-ce que quand je te dis Excel et tout ça, c'est pour tout ce qui est administratif, le fait de savoir combien de temps ça peut prendre de faire un tableau Excel pour telle donnée, faire même un site, faire des trucs, bah, tout ça, c'est des choses qui sont, bah là, par exemple, pour mon association Projet Congo, bah, c'est un des membres qui doit gérer les trucs. Pour tout ce qui est community management, tout ça, bah, c'est des choses, c'est des notions qui doivent comment dire, se rejoindre, mine de rien, et qui peuvent s'apprendre beaucoup plus facilement quand tu as déjà acquis une manière d'apprendre une de une de ces activités. Donc oui, et déjà passer le cap de, OK, je sais penser comme un ordi, je sais penser comme... Non, alors que moi, je me trouve vraiment, j'ai toujours ce truc de tout ce qui est informatique. Ah, si. Tout ce qui est. Yes, je comprends. C'est clair que c'est un sacré levier quand tu as la vision et les compétences qui matchent d'un point de vue technologie. Et d'après toi, est-ce qu'il y a une chose que les danseurs évitent, mais qui pourrait résoudre les trois quarts de leurs problèmes? Ouais, c'est demander conseil. La plupart des danseurs, ils sont, non, attends, je sais faire, moi je sais. Ou alors, non, demander conseil, ça peut. Bon, bah, si jamais il y a du résultat, la personne, je lui serais redevable. Ou non, je sais pas comment les gens y pensent, mais j'ai l'impression qu'on communique pas, on s'entraide pas assez. euh, euh, Alors que j'aime bien parler de notre culture qui était vraiment
chacun apprend à chacun et nos grands, c'était eux qui nous formaient, c'est cela. Et là, désormais, il y a plus de communication intergénérationnelle, j'ai l'impression, et c'est vraiment chacun pour soi, quoi. Et ça parle même pas que d'intergénération, c'est vraiment chacun est tourné vers son nombril, quoi. Donc, j'ai, c'est ma vision, hein, mais ouais, c'est juste communiquer, bah, plus communiquer entre nous. Ça, la plupart des danseurs, si on le faisait plus, bah, aiderait, ça en aiderait beaucoup et ça nous aiderait tous, je pense. Ouais, je suis d'accord. C'est comme si il fallait avoir honte de ne pas savoir pour certains dans le comportement que ça renvoie, c'est ça. Comme si c'était un aveu de médiocrité de demander conseil. Ça, je parle de ça surtout par rapport aux breakers. Après, les danseurs et debout, ça se trouve, ils communiquent plus entre eux, ils se font plus ouais, mais les breakers, par exemple, tu vas voir, les breakers, il y a des workshops des grands noms, ils vont pas y aller forcément, les gens. Par, par fierté, par orgueil, même parlons pas de fierté, c'est de l'orgueil, là. Alors, debout, je trouve que waouh, il y a un grand là, ils vont y aller direct et ils vont même s'afficher avec le grand et tout. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Ouais, j'ai pris un cours avec tel, tel et tout. Ouais, j'ai pris un cours avec. Ouais. Alors qu'au final, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre de ceux qui ont déjà ou qui savent déjà faire ce que tu as envie de faire ou ce que tu as envie d'avoir. Et donc d'aller prendre conseil auprès de ces personnes. Exactement. Aujourd'hui, un danseur qui commence, il peut facilement prendre ta carrière comme modèle parce que tu as fait énormément de choses, tu as impacté beaucoup de monde. Et du coup, je me demande, c'est quoi la suite pour toi? C'est-à-dire, c'est quoi la direction que tu veux donner à la suite de ton parcours? Hum, Là, je suis en train de développer beaucoup plus tout ce qui est comédie, théâtre et les conférences par rapport à mon expérience, à mon expertise, à ouais, par rapport à ma vision aussi de comment évoluer dans un univers qui n'est pas forcément fait à la base pour nous. Donc ouais, c'est les conférences et la comédie. Quand tu dis comédie, tu veux dire des one-man shows? L'acting, non, non, pas forcément comique. Non, pas comique. Comédien. Être, travailler mon statut de comédien, pourquoi pas faire un film, être dans des films, tout ça, faire plus de théâtre aussi, plus de pièces de théâtre, proprement dit de théâtre, que ce soit des classiques ou bien même un théâtre beaucoup plus moderne, beaucoup plus, comment dire, oui, euh, contemporain, on va dire, et, ouais, et développer vraiment tout ce qui est réseau, conférence, tout ce qui est justement partager de mon expérience d'une autre manière, m'exprimer différemment que ce qu'on a toujours vu. Voilà. Ok, trop bien. Je savais pas que tu voulais développer le côté comédie. Je savais que tu avais des rôles de comédien, mais je savais pas que tu voulais pousser de ce côté-là. Mais c'est trop bien. Et du coup, par rapport à ces objectifs, je me demande, parce que chaque objectif vient avec ses obstacles, je me demande du coup, c'est quoi les besoins que tu as pour avancer vers ces objectifs? Ou alors c'est quoi les problématiques que tu rencontres, les problématiques que tu as à résoudre pour pouvoir avancer vers ces objectifs? Hum, j'ai oublié de rajouter aussi développer ma compagnie pour créer plus de pièces aussi. Ça en fait partie de mes trois grandes directions là.
De quoi j'aurais besoin? Ben, de me faire encore plus les armes, avoir plus de connaissances dans le milieu, encore plus de pratique, parce que justement, les conférences, c'est quelque chose que je fais déjà, mais développer, avoir encore plus de maîtrise dans le domaine. L'acting, c'est quelque chose que je fais aussi, mais avoir encore plus de pratique, en fait. C'est plus de pratique, plus comment dire, rencontrer encore plus de monde dans ces domaines-là et montrer aussi à un maximum de personnes que j'en suis capable et que je peux grandir encore dans ces disciplines-là. Yes, tu vas la faire à la Schwarzenegger. D'abord, il a tout cassé dans le culturisme, ensuite dans l'immobilier, ensuite en tant qu'acteur, et ensuite en politique. Sky is the limit. Yes, c'est ça. Et t'as parlé de partenariat, t'as parlé de la force d'aller chercher des conseils. Du coup, je me demande, te concernant, quel a été le partenariat, la collaboration ou l'alliance qui a eu le plus d'impact sur ta croissance? Bah, la première, c'est mon groupe, ou en tête aussi, qui m'a fait grandir, un groupe au sein duquel j'ai appris de mes faiblesses et de mes points forts aussi. Euh, on va dire, oui, un de mes grands frères, Olivier Lefrançois aussi, qui m'a beaucoup apporté. Euh, Après, on a eu différents agents et tourneurs qui nous ont apporté aussi dans tout ce qui est business. Et là, maintenant, je m'entoure aussi d'une agence avec laquelle je travaille, Crescendo Management, qui sont de bons conseillers aussi, quoi, et qui m'aident aussi à avoir un bon contrôle de mon image. Après, oui, il y a plein de gens, autrement, des, des pairs qui, justement, qui m'ont aussi inspiré, et pas mal d'athlètes de la team Red Bull, Flying Steps. Flying Steps aussi, j'ai eu une bonne période en Allemagne où j'ai aussi appris la rigueur allemande, j'ai appris aussi à travailler différemment aussi. Donc oui, il y a plein de gens qui m'ont apporté dans mon parcours. Et c'est quoi l'alliance, le partenariat qui a été un tournant pour toi? Moi, je dirais, bah, dans ce cas-là, oui, c'est Wanted. Wanted parce que ça m'a ouvert l'esprit sur les possibilités qu'il y a derrière une carrière de danseur et aussi l'impact que je pouvais avoir. Et ils ont toujours été là pour me pousser vers le haut et croire en moi. Donc, ça a été c'est le premier élan aussi qui est la première base qui est très importante pour ton évolution, même si on peut toujours rattraper le coche au fil du temps, mais ça sert aussi d'être bien entouré dès le début. Yes, carrément, je te rejoins. Et du coup, pour terminer, pour quelqu'un qui a écouté ton parcours, les choses qui ont pu t'aider, etc., ce serait quoi l'action que tu lui recommanderais de mettre en place? Une chose concrète à mettre en place pour quelqu'un qui serait bloqué et qui aurait besoin et surtout l'envie d'avancer. Bah, en termes d'action ou bien en termes de... Oui, après, ça reste une action aussi, mais ça peut être aussi juste une introspection et savoir vraiment ce que cette personne veut et où elle veut aller et se mettre, et s'écrire ça quelque part et voir le pour et le contre et même faire un prévisionnel des risques qu'il y a et de se dire, bon, bah, je sais que, voilà, analyser la situation. Déjà, ça, encore une fois, je reviens sur OK, de faire déjà une analyse de ce que tu veux, de où tu veux aller et d'essayer de voir ce que ça te coûtera et qu'est-ce que ça peut t'apporter aussi. Yes, je te comprends. Et en même temps, je me dis que ça peut facilement se transformer en procrastination. La personne peut réfléchir, se poser plein de questions et laisser le temps filer de cette façon. Justement, ça, c'est le début. Tu analyses et il faut que tu dises que dès que l'analyse est faite, il faut te lancer, faut se lancer. C'est Après, c'est là que tu rectifies. Donc, il faut quand même te lancer. Sinon, ton analyse, elle sert à rien.
Si tu es là, oui, bon, non, 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 et après, tu peux pas rester là, non. Analyse, agis. Yes. Et si on devait laisser un délai maximum à la personne pour analyser et agir, ce serait quoi? Tu analyses quand même assez rapidement. Je veux dire, une journée, c'est bien. Quelque chose qui se fait, tu te donnes les 24 heures, le temps d'une nuit aussi, comme on dit, la nuit porte conseil. Tu digères les choses et des fois, dans tes rêves, tu peux avoir les réponses. Et en gros, ouais, une journée, c'est bien, c'est bien. Et comme je dis, demain est un autre jour et il faut que tu aies pu grandir d'un jour à un autre aussi. Donc, le fait d'agir, c'est top. En Yes. une journée, tu te dis que je suis quelqu'un d'autre. Yes, une journée c'est bien parce que ça pousse à l'action rapidement. Parce que si tu te laisses 2 semaines pour faire une action qui te prend un jour, ensuite tu te relaisses 2 semaines, au final t'avances pas. Mais un jour, et ensuite tu passes à l'action directe, c'est efficace. Après, voilà, tu peux rectifier le tir au moins, mais tu as testé parce que pff, dès que tu fais le premier pas, c'est déjà quelque chose. Ah bah tu vois, tu as déjà une autre visibilité. Donc, si tu as besoin de reprendre du recul pour se dire, bon, bah non, bah, j'avais mal commencé, mais au moins tu as agi, tu as fait quelque chose et ça te paraît beaucoup plus facile que si tu ne fais rien. Et c'est souvent en ne faisant rien, juste en analysant, en se mettant plein de doutes, plein de craintes et tout ça, que, ouais, c'est. C'est bête, hein, tu te dis, ouais, je vais sauter, il y a l'avion, l'avion est en train de s'écraser, ouais, je vais sauter. Là, mais là, si je fais ça, je vais sauter, je vais sauter. Et au final, bon, tu vois, non, non, il faut quand même que tu sautes. Il faut sauter au bout d'un moment. Le plus tôt, des fois, c'est même le mieux. Yes, carrément, trop bien. Et est-ce que tu penses que quelqu'un qui a écouté ce podcast, il va pouvoir tirer de la valeur au vu de l'échange qu'il y a eu? Hmm, ah, ça, j'en sais rien. Tout dépend comment les personnes interprètent. Et dans un message, il peut avoir du bon comme du mauvais. Essayez d'en prendre le bon de ce que vous entendez. Et si ce n'est pas du bon, forcément, essayez de l'adapter à votre situation pour que ça soit, bon, bah, l'exemple à ne pas prendre. Ok, Donc, oui, normalement, ça peut toujours apporter. ok, trop bien. Sauf si c'était que du vide pour vous. Bon, bah, si c'est que du vide, bah, cherchez quelque chose qui vous remplit. Yes, trop bien. Bah merci tonton, merci Junior pour l'échange. Ok. Yes. Et qui est-ce que tu penses qui serait intéressant comme prochaine personne avec qui échanger pour ce podcast? Babyson Williamson.